Découvrez Les Questions Felines, le premier roman de Morgane Letiec. Billy, qui vit à l'étranger depuis de longues années, se voit contraint de rentrer à Montréal, s'occuper de son père âgé et souffrant. Il lui faudra bientôt vendre le magasin, la maison familiale et faire l'inventaire des objets et des meubles chargés des souvenirs d'enfance. Un monde presque oublié qui cache un drame ancien, la disparition de sa mère quand il n'avait que 10 ans. Le silence qui s'est installé entre son père, son frère et lui a laissé en suspens bien des questions felines qui hantent encore la mémoire de Billy. Une rencontre inattendue lui révélera un secret de famille, jusque-là bien gardé. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Samuel Larochelle, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec le premier. Oui, qui est La Liste. Puis l'auteur, c'est un humoriste qu'on connaît de plus en plus, Jérémy Demé. Donc dis-moi, qu'est-ce qu'il a pondu comme livre? Ben, je te dirais que c'est un ouvrage qui fait du bien un peu dans le style de la croissance personnelle. C'est que Jérémy Demé a fait une dépression en 2009 et dans l'ouvrage, il nous offre tous ces outils qui l'ont aidé à s'en sortir, à accéder à une vie fabuleuse, comme il le dit, à vivre ses rêves et à se sentir épanoui. Alors, il parle de la volonté dans la vie, dire oui à la vie, apprendre à s'écouter, commander sa vie comme quand on va au restaurant, quand on veut quelque chose de lancer dans l'univers, créer une certitude dans notre esprit en visualisant et en ressentant l'aboutissement de son rêve, être totalement responsable de ce qui nous arrive. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Alors, plein de trucs comme ça, il y en a une panoplie. Et moi, je te dirais qu'en lisant ça, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Et en se disant qu'on est le seul responsable de notre bonheur et de notre vie, c'est à nous d'en prendre soin. Puis est-ce qu'il a un ton humoristique comme on lui connaît? Je te dirais que oui, mais pas tant que ça. Moi, je trouve beaucoup que c'est à l'image un peu de son spectacle, tu sais, qui fait du bien. Mm-hmm. Ben, c'est exactement ça. Il nous offre ses conseils, à nous de les prendre ou de pas les prendre. Là. Génial. Et parce que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup dans la vie les post-it. Alors, à la fin de chacun de ses chapitres, il y a comme un post-it de la phrase à retenir de ce qu'il nous a dit dans le chapitre. Donc, on retrouve le punch de l'humour avec l'image punchée à retenir. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi pour les gens qui aiment beaucoup les livres de croissance personnelle ou ce que lui a utilisé lorsqu'il allait mal, ben, il nous cite plusieurs ouvrages, plusieurs citations de gens qui sont spécialisés dans le domaine. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la liste de Jérémy Demé. Et si on va du côté des romans, il y a Denis Martin-Chabot qui lui aussi est un journaliste de Radio-Canada et un auteur depuis des années. Et cette fois-ci, il revient avec Rue Sainte-Catherine-Est, Métro Baudry, qui est le premier tome de 2. Oui, exactement. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce sont 3 petits ouvrages que Denis Martin-Chabot avait lancés et qu'il a remis en un ouvrage en le retravaillant un petit peu. Alors, on se trouve dans les années 80, avant l'arrivée du sida, et on fait vraiment une véritable incursion dans la vie de plusieurs homosexuels. Alors, des couples qui sont complètement fidèles l'un à l'autre et d'autres couples qui vont vraiment voir un peu ici et là, alors dans une vie sexuelle complètement libertine. Et également, on parle de la vie amoureuse en général, des peines d'amour, la jalousie qui parfois peut détruire un couple. Et on découvre également le quartier gay à Montréal dans les années 80, comment ça se passait. Moi, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage-là et bien entendu, on va parler de l'arrivée du sida. Alors, les gens qui vont être atteints du virus du sida. Et à cette époque-là, dans les années 80, c'était hyper tabou, cela encore aujourd'hui, mais jamais comme ce l'était dans les années 80. Et souvent, les gens mouraient seuls dans les hôpitaux lorsqu'ils étaient atteints du virus du sida. Mais comme on suit l'arrivée du VIH et ce que ça crée dans la vie des gens qui en sont porteurs, est-ce que ça fait de la lecture quelque chose de très sombre et très lourd ou c'est pas ce qui prend toute la place? Mais je te dirais que le 3/4 de l'ouvrage, c'est vraiment plus sur la vie amoureuse. Okay. C'est plus vers la fin, là aussi. Moi, je trouve ça troublant de lire justement sur le sida parce que on a toute peur d'être atteint, on dirait, en lisant ça. Alors, c'est sûr que c'est confrontant, puis de voir, parce que Denis Martin l'a vécu, il a accompagné des amis qui étaient atteints du sida dans les années 80, comment c'était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de traitements. On traitait même ça un peu comme un cancer avec la chimiothérapie, finalement. On appelait ça le cancer gay. Exactement. Alors, c'est sûr que c'est confrontant, mais en même temps, il faut en parler. Je pense que c'est un bel ouvrage qui pourrait sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui dans les écoles parce que souvent, les jeunes pensent que le sida, c'est guérissable et ça ne l'est pas encore, malheureusement. On en parle de moins en moins dans les écoles. Moi, je me souviens que dans les années 80-90, on nous en parlait constamment à l'école. Et là, maintenant, on en parle très, très peu. Ça n'est plus un sujet à la mode, malheureusement. Non, c'est ça. Et là, on parle de jeunes dans un tout autre ordre d'idées. Puis, en fait, plus jeunes encore que les jeunes secondaires qui pourraient être sensibilisés à la question du VIH-Sida. On va du côté de Léa Olivier, qui est très, très, très populaire, et l'ABC des filles. Donc, Catherine Girard-Odette nous revient avec un livre qui est dans un emballage
images colorées. Je te laisse le décrire, mais c'est vraiment accrochant pour l'œil. Ben, c'est son ABC des filles qu'elle sort à chaque année, et là, ils ont mis une couverture rose, un peu en caoutchouc, un peu comme les couvertures qu'on a sur nos iPhones ou sur nos appareils électroniques. Alors, pour le protéger, pour le garder beau. Et c'est la 9e édition, toujours 100% québécoise. Et on a même une nouvelle inédite de Léa Olivier à l'intérieur, et l'auteur traite de plein de sujets super sérieux avec les bons mots, comme par exemple l'actualité du moment, l'amour, la confiance, l'autorité, l'homosexualité, la jalousie. Il y a même un guide des émotions où on parle également d'affaires de filles. Alors, bitchage, les complexes, l'acné, la société à commandement raisonnable, la corruption, le racisme, les sujets qui sont tabous, l'alcool, l'anorexie, l'avortement, la contraception. Et à la fin, il y a un volet un peu plus léger où on parle d'animaux de compagnie, de café, de comment animer une soirée, la musique, les parties. Alors, c'est hyper varié. Je pense que pour une jeune fille qui se pose beaucoup de questions, ça peut être un bel ouvrage, justement, à feuilleter une fois de temps en temps pour apprendre des trucs, là. Et Catherine qui travaille très, très fort, qui fait beaucoup de recherches chaque année pour présenter un ABC des filles qui est différent, renouvelé. Puis elle sait ce qui va toucher les jeunes. Et dis-moi, quand on n'est plus une jeune fille dans le public cible, est-ce qu'on prend plaisir différemment ou on fait juste se remettre dans nos pantoufles de jeunes adolescentes de l'époque? Ben, je te dirais qu'il y a certains thèmes que même moi, de voir comment Catherine va parler d'accommodement raisonnable, je trouve ça intéressant, ou de politique, comment elle amène ça aux jeunes filles, moi je trouve ça super intéressant, super instructif. Alors autant je pense que parents et enfants vont aimer cet ouvrage de Catherine Girard-Rodel, l'ABC des filles. Et un truc qui pourrait être très instructif et peut-être dommageable pour ma santé, c'est un livre de cuisine sur les pâtisseries de Rose Madeleine, 50 recettes véganes de Véronique Saint-Pierre. Oui, alors pour les gens qui savent pas c'est quoi vegan, en fait c'est sans œufs, sans produits laitiers. Alors on retrouve les ingrédients indispensables à avoir à la maison pour cuisiner de la nourriture végane. Également l'art de remplacer les œufs, le beurre, le lait, la crème fouettée, le fromage à la crème. Et également elle nous invite à faire nous-mêmes, par exemple, du beurre végétalien, de la crème fouettée végétalienne. Alors, pour les gens qui sont véganes, mais qui n'ont pas toujours les outils idéaux pour faire les transformations, ben c'est un ouvrage vraiment à avoir sous la main. Les pâtisseries qui sont vraiment délicieuses. Alors, on a des pains, muffins, tartinades, biscuits, galettes, brownies, carrés gourmands, gâteaux, tartes. Alors, juste en parler, en voyant les photos, bien, on salive. Puis des fois, peut-être qu'en voyant les photos, pour ceux qui ont des préjugés face à la nourriture vegan, on va comprendre que non seulement ça peut être beau, mais ça peut être très bon. Pour avoir mangé beaucoup de cette nourriture-là, je peux dire que c'est merveilleusement bon, c'est différent, donc ça vaut la peine d'aller fouiller puis de lire ce livre-là. Et souvent, c'est plus santé et moins calorique parce qu'on utilise d'autres éléments qui sont moins gras que dans la nourriture habituelle. Alors, ça s'appelle Les pâtisseries de Rose Madeleine de Véronique Saint-Pierre. Et en terminant, on va aller du côté d'un roman avec Sous le vent de l'auteure Sylvie Payette. Oui, alors c'est l'histoire de Hélène qui vient de se séparer du père de son enfant. Elle se demande si elle sera capable d'aimer à nouveau et si elle va avoir envie de revoir un homme dans sa vie. Alors son ex qu'elle a fréquenté pendant un certain temps, lui, s'est permis de fréquenter plusieurs femmes depuis qu'ils se sont séparés pour finalement se rendre compte à quel point elle lui manquait parce que là, sa vie commence un peu à dégénérer parce que il se rend compte à quel point sa femme faisait beaucoup de choses pour leur couple, mais également pour leur famille. Et il va tenter par tous les moyens de tenter de la reconquérir pour qu'elle revienne à la maison. Et finalement, elle va décider de partir en train parce que son fils va aller passer Noël avec son père, de partir en train voir ses parents du côté de la Gaspésie. Et finalement, en se rendant dans le train, elle va faire la connaissance de deux dames avec qui elle va faire beaucoup de confidences par rapport à sa vie amoureuse, vie sexuelle et tout. Et finalement, il va y avoir un homme dans le train qui va dormir, mais qui va entendre quand même ce qui va se dire entre les deux femmes. Et finalement, il va y avoir une tempête de neige et la tempête de neige va bloquer le train. Alors, en plein milieu, en se rendant vers la Gaspésie. Et finalement, ben, elle va passer la nuit avec cet homme-là seul dans le train. Et dis-moi, Sylvie Payette, pour ceux qui ont une bonne mémoire, c'est l'auteur de Chambre en ville. Oui. Est-ce que on a l'impression de retrouver ce genre de réflexion, le ton qu'il y avait à l'époque du téléroman, où on est tellement ailleurs que c'est difficile de faire des comparaisons? Je dirais que c'est difficile de faire des comparaisons. C'est vraiment une belle histoire d'amour, très romantique, comme une comédie romantique, tout simplement. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça. Et justement, cette nuit-là, dans le train avec cet homme-là, va changer sa vie à jamais. Alors, un bon roman d'amour que j'ai lu en un soir seulement. Alors, ça se lit vraiment facilement et qui fait du bien. Souvent, on a envie de lire quelque chose sans se casser la tête et c'est le cas. Alors, pour mes dames qui aimaient, ou messieurs, qui aimaient lire des histoires d'amour, c'est vraiment un super bel ouvrage. C'est Sous le vent de Sylvie Payette. Oui, merci pour les suggestions. Si tu me permets, Samuel, on s'arrête et au retour, ce sera déjà la conclusion de l'émission.